Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Le Monde Inconnu sur Canal 2 International. Nous sommes rendus à 10 jours de la fête de fin d'année et aujourd'hui nous allons parler de la mystique de fin d'année. Oui, c'est l'heure du bilan en première partie de la chronique. En deuxième partie, nous allons parler de Noël, les sacrifices de sang. En réflexion, nous allons parler des jouets, des dangers. Et pour terminer, vous aurez le SOS téléspectateur. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Professeur Herman Yaglipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Broumet. Comment vous allez? Très bien. Un bonsoir renouvelé à tous les youtubeurs. Ou bien alors à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Voilà. D'accord. Et puis aux téléspectateurs des canaux internationaux, bien sûr. On devait d'ailleurs commencer par eux. Oui. Voilà. Alors, c'est l'heure du bilan. Alors, on ne peut pas ne pas faire le bilan. Sinon, les entreprises font le bilan. Pourquoi l'individu ne va pas faire le bilan? L'entreprise, c'est une personne morale. Alors ça, pardon, un petit cafard encore. Oui. Alors l'entreprise c'est une personne morale, mais alors si une personne morale fait le bilan, je crois que ceci serait plus profitable à une personne individuelle. Donc l'individu que nous sommes, nous devons faire le bilan à chaque fois que l'année va vers la fin. Nous commençons à regarder le rétroviseur de notre parcours des 12 derniers mois pour dire bon voilà. Voilà. D'accord. Alors, le bilan individuel de l'année, c'est la première partie de la chronique. La mystique de fin d'année, première partie. Le bilan individuel de l'année. D'année en année, voire de décennies en décennies, de fois de manière insensée même, nous menons notre existence n'importe comment. Très souvent d'ailleurs, nous focalisons notre existence sur le matériel de façon exacerbée. Et au demeurant, nous ne faisons pas attention sur comment nous comporter au quotidien. Mais si le long de l'année, nous vivons sans que, de temps en temps, nous prenions conscience des actes que nous posons, c'est comme si nous menons notre existence du genre de cet automobiliste qui conduit son véhicule sans jamais tenir compte de ses rétroviseurs. Ce qui aurait été sérieux serait que chacun de nous, à chaque fin d'année, puisse faire son bilan personnel. Un véritable exercice d'introspection qui consiste à revisiter semaine par semaine, mois par mois, toutes nos actions le long de l'année. Cette introspection devait se passer sous deux phases. D'une part, celle qui consiste à revenir sur nos liens de tous les jours avec autrui, et d'autre part, celle concernant les objectifs que nous nous sommes fixés au début de l'année, surtout si tel a été le cas. Il s'agit d'un exercice métaphysique assez complexe, de quoi se poser la question sur nos actes contre les uns et les autres et ou contre nous-mêmes, au point d'en tirer des leçons. Un tel exercice est bénéfique pour plusieurs raisons. Métaphysiquement, le bilan de fin d'année doit tenir compte de tous les paramètres en rapport avec la santé occulte, concernant le mental, le foyer, la famille et bien d'autres aspects environnementaux, professionnels, etc. Il est question de revivre impérativement, point par point, le cours des événements de 365 jours de l'année qui s'achève afin de mieux se préparer pour les 12 prochains mois. La clé de cet exercice consiste à se poser de bonnes questions. Très souvent, nous devons regarder la chose du côté de nos échecs pour ne point nous y retrouver dans le futur. Certes, nous devons plus nous y pencher en étant stricts contre nous-mêmes, c'est-à-dire nous culpabiliser, voire nous mettre en situation d'autoconfession.
Il s'agit de regretter tout ce que nous avons commis contre autrui d'abord et contre nous-mêmes. L'opération principale de cette pratique est la visualisation. Autrement dit, l'image de chaque personne dont nous avons causé du tort doit être ramenée comme si celle-ci était visuellement devant nous, lui demander pardon. Cependant, en ce qui concerne des projets que nous n'avons pas bénéficié de résultats probants dans l'ensemble, c'est aussi le moment de regretter ce qu'il y a eu comme erreur, s'il en est le cas, pour ne plus retomber dans les mêmes travers. Le fait de rester positif, zen, cela va nous faciliter la concentration sur ce qui nous importe certainement. Car nous devons retenir qu'un bon état d'esprit permet de modifier notre vision des choses et notre vie sera finalement accablée d'abondance. Nous devons être précis dans nos dires, nos faits et même dans nos données chiffrées. Devant n'importe quelle situation de déception, d'insatisfaction, nous avons intérêt de prendre du recul pour ne jamais nous décourager. Au-delà de toute épreuve, souffrance et échec, il y a à remarquer que ceci n'est que la leçon reçue au cours de cette année qui s'achève et que notre progression en dépend. Car ces leçons nous permettent de procéder à une auto-évaluation de tous nos efforts dans tous les domaines, sentimental, professionnel, santé, etc. Résultat, chaque fin d'année, chacun de nous doit faire son bilan personnel. Car après avoir regretté toutes les fautes commises au cours des 12 derniers mois, viendra le moment d'exploiter toutes les pistes qui nous permettent de bien nous organiser pour mieux aborder la nouvelle année sous un angle jamais pareil qu'avant. Ceci doit nous faciliter l'acquisition d'un instrument pour notre autocontrôle sans lequel nous ne serons pas à même de célébrer les réussites, les victoires au cours de l'année qui s'ouvre à nous. Professeur Herman Nieglibot, comment faire le bilan individuel de l'année sur le plan métaphysique? Alors c'est ce que nous essayons de rapporter dans la chronique en termes de paramètres. Oui. C'est-à-dire, parlant de paramètres, l'un des paramètres, c'est mental. Donc on peut dire psychologique, mais mental, c'est plus adapté au jargon métaphysique que de dire psychologique. Alors à cela, on va coller la vie dans un foyer pour ceux qui ont la chance d'être mariés. Je dis la chance parce que le mariage, pour d'autres, c'est la malchance. Bon, mais pour certaines personnes, c'est la chance. Alors, donc, être en situation de chance par rapport au mariage serait l'inverse de l'autre qui est en situation de malchance par rapport au mariage. Et tout cela fait partie du bilan de l'année. C'est-à-dire voir comment vous avez mené 12 mois dans un couple où il y avait des remous de temps en temps. Et qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la situation s'arrange, pour que l'harmonie vienne. Qu'est-ce qu'on regrette d'avoir mal fait. Parce que le bilan, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose de genre, on termine l'année et puis on pense que bon, cette année, ça n'a pas quand même été bon, allons prier. Et sans toutefois planter les bases, pour me mettre sur la table les bases de ce qui n'a pas marché. Parce qu'en fait, très souvent, c'est ce qui n'a pas marché qui préoccupe les gens, beaucoup plus que ce qui a marché. Parce que si vous avez construit un immeuble, vous y êtes, vous vous êtes déplacé pour d'une taudée à cet immeuble, vous avez occupé un appartement dans votre immeuble, le reste est en location. Bon, c'est la joie, d'accord, mais ce n'est pas la peine. C'est ce qui fait la peine, c'est ce qui fait peiner les gens, qui fait réfléchir le plus souvent. Alors, c'est pourquoi on dit que la souffrance est le maître, est la maîtresse de la vie.
celui qui n'a jamais souffert n'a rien appris de la vie. Alors donc, c'est donc le bilan déjà au niveau de la famille aussi, parce que le tout n'est pas d'avoir son épouse, ses enfants, se contenter de ça et se foutre du reste. Vous êtes dans un tissu familial, vous avez un rôle à jouer, il faut essayer de comprendre ce que font les uns et les autres, à la limite de tes possibilités, parce que on ne peut pas rentrer dans la tête des uns et des autres, changer le paradigme de leurs réflexions. Ils vont toujours réfléchir comme ils veulent. Mais les efforts à faire, c'est d'harmoniser la famille. Et là, quand on n'a pas pu le faire, on doit chercher à savoir pourquoi on n'a pas pu le faire. Bon, entre autres, il y a d'autres aspects maintenant, l'environnement, le voisinage, puis l'environnement professionnel et tout, lorsqu'on travaille. Et tout le monde quasiment travaille parce que très peu de gens restent à la maison toute la journée. Que vous ayez un pouce, c'est-à-dire des petits engins de 2 roues qui portent des charges, pour tourner dans la ville, vous allez rencontrer un voisinage. Par exemple, que vous trouvez devant une boutique, et puis on n'est pas trop content de vous voir là, et vous essayez de forcer, parce que là, vous constatez, quand vous êtes à cet endroit, vous vendez quand même, et ça vous permet de nourrir votre famille. Donc, il y a plein de choses qu'il faut regarder le rétroviseur avec, c'est-à-dire, alors, lorsque vous avez un point de vente du genre, comment ça s'est passé avec des querelles, avec des mécontentements suscités par votre présence. Donc tout ça, bon, pour essayer de voir la prochaine fois ou l'année qui entre, comment se comporter dans la rue, puisque vous vendez dans la rue carrément. Donc autant le dire des motomanes qui se retrouvent dans un coin du carrefour, mais qui se disputent de ce coin-là, comme pour mieux se positionner, supposant que le client est beaucoup plus reçu de tel côté et non de l'autre. Ça commence ça entraîne des disputes. De même, les filles libres qui sont dans la ville, ici et là, et qui se positionnent de façon que quand tu as une nouvelle personne qui vient dans leur marché, c'est la bagarre. Donc tout cela, ça fait partie de ce qu'on a eu à vivre au cours des 12 derniers mois, en fonction ou par rapport à sa position au quotidien, dans la vie, au quotidien, par rapport à sa position. Alors, maintenant, lorsque vous avez réuni tous ces éléments, vous commencez donc à dire, est-ce que telle chose, ça vaut la peine que ça recommence encore dans ma vie, comme pour dire qu'on profite. Parce que le calendrier a son effet. C'est comme l'emploi du temps à l'école. Vous savez que le matin, vous allez faire des cours de mathématiques. Bon, ou alors le matin, vous allez chanter pour vous réveiller un peu, mais ça fait partie des cours. Vous ne chantez pas pour chanter, c'est noté. Alors, un peu vers 10 heures, vous abordez une autre leçon. Et là, à la fin de la journée, vous pouvez vous-même totaliser les points en disant j'ai été noté comme ça pour le premier cours, comme ceci pour le deuxième cours, et ainsi de suite. Donc c'est ça en fait le bilan. C'est-à-dire il faut voir ce qui était nécessaire à faire et qu'on n'a pas fait. Voilà. Je pense que c'est également le moment de demander pardon aux gens, professeur. Mais est-ce que demander pardon, ça suffit? Si vous avez causé du tort à une personne, si vous avez cassé un verre, si vous avez été celui-là qui avait causé du tort, vous êtes celui-là qui avait fait qu'on renvoie quelqu'un de son job, du travail, si vous voulez. Alors, est-ce que le fait de rester, de méditer, dire je demande pardon, ça résout le problème? Voilà, parce que dans
l'analyse du bilan que j'avais, je n'avais pas encore abordé le point où le faute causée à autrui et le tort causé à autrui, et même à soi-même. Parce qu'on se fait du tort à boire des bières, du whisky et tout, alors qu'on est malade. Ou alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on boit comme ça. C'est toujours du tort qu'on s'est fait. Et souvent, ce qu'on fait est toujours bon, parce qu'on aime ça. Alors, mais maintenant, ce que tu fais à l'autre, lui, il n'aime pas ça. Oui. Et vous vous foutez de ça parce que soit vous avez une certaine supériorité, on parlerait des rapports de force du point de vue financier, ou bien du point de vue positionnement, parce que vous êtes peut-être celui-là même qui est le patron, en quelque sorte, ou bien le chef de service ou quoi, je ne sais pas moi. Alors là, vous vous foutez des gens. Il y a aussi le tort que vous posez à d'autres gens en déplaçant les bornes. Oui. Vous avez un terrain, et vous avez un voisin, mais qui, lui, il se fout des bornes. Ou alors vous-même, vous vous foutez des bornes. Ce qui vous intéresse, c'est de conquérir l'espace. Oui. Et le reste, ça vous intéresse peu, parce que vous savez que qu'est-ce que la personne, le voisin là, peut bien vous faire. Sur tout point de vue, il ne peut rien vous faire. Alors, ou bien vous causez du tort à un voisin où vous avez tout le temps l'œil sur son épouse, ou l'inversement, l'œil sur son époux, ou la femme, quoi. Alors, tout cela, parce que vous avez les moyens de votre politique, la politique de nuisance, de nuire à autrui, vous passez l'année comme ça. Et puis, vous pouvez même susciter des situations de querelles, de bagarres avec sévices, au point où, pour finir, vous êtes content parce que vous êtes même physiquement fort, au-delà d'être financièrement fort. Alors, c'est que vous marchez sur les autres. Alors, à un moment donné, il faut mettre fin à ça. Il faut dire, bon, l'année dernière, ou cette année qui vient de s'écouler, j'ai beaucoup embêté les gens. Il faut que j'arrête de le faire. Bon, maintenant, s'il faut aller dans le sens de ta question, hein, de prier et ne pas demander pardon. Ou méditer. Oui, de prier et ne pas demander pardon. Oui. Parce que c'est des minables gens. Pourquoi leur demander pardon? Parce que vous avez entendu dire à la télé, comme nous sommes assis là, pour parler de manière éthique de ce que serait nécessaire vraiment pour l'homme, avec H, grand H, à faire. Oui. Et que vous dites, oui, c'est vrai. J'ai été un peu de trop au cours de ces 12 mois. Et il faut que je change. Bon, mais sans demander pardon, vous dites, bon, mais je vais aller à l'église dimanche, le jour de Noël. Hein? Et puis là-bas, je vais dire à Dieu que, bon, voilà, aide-moi à ce que je ne sois plus comme j'ai été l'année dernière. Et à la fin de l'année, déjà, comme cette année, c'est toujours dimanche le premier, c'est les deux périodes de concentration pour la bonne bouffe et les grandes kermesses et tout. Bon, alors, tu prépares la bouffe, en même temps, tu prépares à demander pardon chez Dieu. Bon, le voisin, tu t'en fous. Bon, vous avez des querelles, on traverse l'année avec, c'est-à-dire vous ne vous saluez pas. Bon, vous ne pouvez pas l'inviter à manger, lui non plus, mais pourtant, vous avez un peu plus que lui, et vous n'êtes même pas sûr si ses enfants ont des cadeaux. Bon, tes enfants narguent les siens. Bon, tout cela, c'est marteler la classe. Vous êtes dans une autre sphère. Vous n'êtes pas pareil comme ces derniers. Alors, donc, on aura beau prier, rien ne va changer. C'est comme j'ai l'habitude de dire, si vous mangez des choses qui vous rendent malade, si vous buvez des choses qui vous rendent malade, si vous vous soignez avec des médicaments qui ajoutent la maladie dans la maladie, et que, fin de compte, on vous renvoie à l'hôpital en disant, vous êtes condamné à aller
allez attendre. Hein, Oui. et que vous vous retrouvez à la prière, que ce soit dans les églises de réveil ou dans n'importe quoi, sans changer de comportement, en continuant à manger les mêmes choses, en avalant les mêmes médicaments, parce qu'entre-temps, la douleur vous oblige Oui. de le faire. Alors, rien ne va changer. Vous allez mourir de cette maladie. Parce que Dieu va regarder votre attitude et dire que, mais attends, de quoi tu te moques? Ce qui t'a rendu malade, tu n'as pas arrêté avec. Et tu viens pleurer ici. Je dis bien, si Dieu, si Dieu a séduit hier, en train d'écouter. Parce que même Jésus avait dit à un des malades, des 10 malades qu'il avait donné, du moins un petit exercice, il les laisse se mettre à l'aise quelque part. Et puis, à la fin d'une période, tous sont partis, mais un est venu lui voir et lui dit, Maître, je suis venu vous dire au revoir. Oui. Et lui, il dit, ok, mais où sont les autres? Ah, chacun, nous n'étions pas ensemble, on était là ensemble, mais on n'est pas venu ensemble à vous. Alors, donc chacun, il se sentait mieux, il partait. Et moi, je dis, je ne pars pas sans vous dire au revoir. Oui. Alors, ce que les gens ne disent pas, lorsqu'ils lisent cette partie de la Bible, ils ne disent pas ce que je vous avais dit correctement. Il a dit, allez, ne péchez point, ne faites plus ce qui vous a rendu malade. Bon, mais ils se sont arrivés et arrêtés sur ne péchez point. Voilà, donc, ce qui vous rend mal, évitez ça. Ou alors le bilan de cette année, recherchez dans tout ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a causé du tort, vous, personnellement. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas seulement ce que vous avez fait aux autres, mais aussi voir ce que vous avez fait à vous, contre vous-même. Hein? Parce que si vous avez mangé des choses qui ne devraient pas être mangées, parce que pour n'avoir rien étudié de ces choses-là, les chewing-gums, par exemple, donnent le mal d'estomac chez certaines personnes, hein, jusqu'à créer les ulcères d'estomac. Oui. Bon, les biscuits, les bonbons et tout ça provoquent des situations d'indigestion. C'est des petites choses de rien du tout. Les cacahuètes, les arachides grillés sont antipathiques par rapport aux maladies occultes, c'est-à-dire sont favorables à des sorts jetés aux envoûtements. Vous ne savez pas ça, vous vous foutez, vous mangez l'arachide sans mélanger ça par exemple à du tapioca et tout. Et vous mangez ça comme ça, et puis parfois vous prenez avec du pain, et puis vous buvez de l'eau, votre digestion se perturbe. Vous prenez les œufs non fécondés, hein, c'est-à-dire l'œuf que la poule n'a pas été en contact avec le coq, comme pour dire Dieu était con en organisant les choses de cette manière, mais parce que les méthodes nouvelles sont venues, qu'à base des produits on peut obtenir des œufs. Alors vous êtes accroché à ces œufs, à un moment donné, et la manière de les faire, les omelettes et tout, deviennent une colle. Parce qu'il faut voir l'omelette lorsque vous avez fini avec les poêles où vous avez frit votre omelette, comment c'est difficile à laver. Il faut le ponge métallique. Alors quand ça entrait dans le corps, c'est vrai que le métal n'est pas le tube digestif, mais lorsque c'est dans le corps, qu'est-ce que ça fait? Qui a étudié ça? Il y a des pâtes alimentaires qui sont inadéquates. Les pâtes alimentaires chères, 100 grammes coûtent dans les 4000. Alors que 4000 c'est 5 kilos pour du vrac. Alors donc il y a plein de trucs que, en prenant ça, il faut se poser la question que nous sommes en ville, certes, mais nous ne sommes pas en voyage parce qu'il y a des aliments ou des repas qu'on ne peut que manger lorsqu'on est en train de voyager. Par exemple, les sardines, les boîtes de conserve, ça se mange que lorsqu'on voyage. Mais lorsqu'on est chez soi, on ne doit pas en manger. Bon, parce que c'est des produits cancérigènes. Bon, donc tout cela, j'attire l'attention aux gens qui comprennent, parce que d'aucuns, ils vont tout à l'heure commencer à dire, donnez-nous la recette pour vivre heureux, hein, et vite de mourir jeune. Bon, parce qu'il y a tout le temps, on me téléphone pour les porte-monnaies magiques et tout.
Bon, mais ne coûte pas des recettes pour vivre en santé. Et quand on n'est pas en santé spirituellement, on n'a pas une élévation. Voilà. D'accord. Ouais. C'est bientôt Noël. Noël, nous allons parler de Noël, sacrifice du sang, dans la deuxième partie de la chronique. Énergie négative de fin d'année, édition spéciale. Il a été remarqué que chaque fin d'année, on est exposé à des vibrations électromagnétiques et même mortelles. On dirait une sorte de purge ou de tamis occulte pour un tri de purification de l'humanité. Ce qui laisse croire que les personnes qui passent à l'autre année se le doivent par mérite et non par une simple grâce. Au risque de ne pas être le jouet de la nature, notre exposition aux vibrations néfastes de fin d'année doit faire partie de notre préoccupation spirituelle primaire. Le cas contraire, notre personnalité occulte va dans cet espace mystérieux comme un brin d'herbe posé sur une nappe d'eau appelée à en subir ses mouvements. Croire à l'existence de ces vibrations ou pas, c'est une situation qui concerne la majorité des personnes parmi nous. Les choses se passent au point à ne rien comprendre. Toute une histoire que cache l'univers spirituel de nos vies. Il s'avère vrai qu'en chacun de nous, à l'état latent, existe un pouvoir et que si nous l'admettons, il nous sera facile de parvenir spirituellement à l'exploiter. C'est notre envie de nous affranchir de toutes les formes de servitude dont jusqu'ici nous en sommes sujets depuis des siècles que nous allons y parvenir. C'est-à-dire, nous devons chercher à acquérir la connaissance des mondes supérieurs. Et ce n'est qu'après avoir maîtrisé les règles et les lois qui régissent notre épanouissement spirituel et qui gouvernent en même temps ces pouvoirs qui sont enfouis en nous, rester à l'état latent, que tout va finalement s'exploser positivement. Ces mondes supérieurs sont bien connus dans la tradition africaine. Ils sont confondus en insubstantiel, Bakugwe, ou le monde des esprits, aussi appelé le monde des âmes. Pour les initiés, tous ces mondes sont aussi réels que vrais. C'est comme des objets qui, sous nos yeux, sont perçus tangiblement et palpables simplement à les toucher de nos mains. Les yeux du mystique ou initié sont susceptibles de voir des phénomènes invisibles. Ils sont différents des yeux des personnes ordinaires. Tout le monde invisible existe au point où seuls les profanes en sont ignorants car inexpérimentés. Oui, le profane a des oreilles qui n'entendent point et les yeux qui ne voient point. Ce qu'il croit entendre ou voir reste si limité qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il en est. Les initiés ont toujours été les seuls qui possèdent ces pouvoirs à l'état d'éveil. Aussi, les seuls capables de donner des enseignements sur les sujets afférents à la haute connaissance. Des millénaires, il existe cette catégorie de personnes qui, de tout temps, ont fait promouvoir l'école occulte. Pour s'inscrire à cette école, aucun diplôme n'est réclamé. Qu'on sache lire et écrire ou non, on y est admis pour le peu qu'on a le sens de la compréhension. Au résultat, les phénomènes de fin d'année sont explosifs parce que les populations de notre planète se contentent de rester dans l'ignorance, se croyant, par le fait de formatage, être sûrs de mieux fonctionner pour plus que jamais à ne recevoir des leçons de personne. Alors, vous venez de suivre l'énergie néfaste de fin d'année. Nous vous avons promis de parler de Noël, les sacrifices du sang. Noël et les sacrifices du sang. Cette édition, nous ne sommes pas là pour parler de la caractérologie individuelle et ou collective des hommes, mais de Noël.
Disons que les origines de ce mot sont si diverses que controversées. Certainement, on dit qu'il s'agit du jour de naissance ou natalité. Si bien qu'un peu partout en Europe et même en Afrique, le terme a pris de couleurs différentes. Noël ou Noué, Nué en France, Natal en Italie, Nata au Portugal, etc. D'ailleurs, prétendent que les origines du mot Noël sont gauloises. Le mot Noël viendrait de deux mots gaulois, Nuao, nouveau, ou El, soleil, dont nouveau soleil. Cette origine fait référence à la fête du solstice d'hiver fêtée par les Gaulois. Cette date était aussi très importante dans l'Empire romain parce que depuis le règne d'Aurélien 275 après Jésus, l'empereur romain était considéré comme une incarnation divine et sa date symbolique de naissance était le 25 décembre. Lorsque les Romains se convertirent au christianisme, la date restera, mais l'affectation changera. Au Moyen Âge, Noël était le cri de joie poussé par le peuple à l'arrivée d'un heureux événement. Comme toujours, les grandes fêtes religieuses et les fêtes traditionnelles se superposent et s'entremêlent. Il est donc facile de retrouver les origines exactes du mot Noël. Dans l'Égypte ancienne, le soleil renouvellement né était représenté par l'image d'un jeune enfant. En Orient, le culte de Mitra, divinité de la lumière, voulant que l'on sacrifiât le 25 décembre un jeune taureau pour célébrer la naissance du Dieu Soleil. Au début du christianisme, la fête de Noël n'existait pas. Seule Pâques donnait lieu à une célébration. C'est à partir du XIVe siècle que l'Église a adopté la fête traditionnelle de solstice en lui donnant un sens nouveau. Petit à petit, la fête de Noël va prendre la forme que nous lui connaissons actuellement. Mais où est la place de Jésus dans tout cela alors? Attention, pas forcément une bonne réponse à cette question. Ce qui donne l'impression que l'entrée de Jésus dans tout cela ressemble à une sorte de forcing. Pour les musulmans, c'est un personnage qui a vécu il y a 2000 ans, un prophète nommé Issa. Pour les chrétiens, le Fils de Dieu. Un sage pour les historiens de dernière heure, car personnage célèbre. Cependant, suivant le formatage des cerveaux, le grand public en fait un bébé dans une crèche. Et sa date de naissance alors, parce que quasiment inconnu des historiens, sa date de naissance sera finalement fixée plusieurs siècles après sa mort en rapport avec la célébration de la fête de Dieu du Soleil. Résultat, Noël est essentiellement pris sous un angle d'une fête païenne qui célèbre le Dieu Soleil depuis des siècles. Une grande kermesse commerciale, une foire. Longtemps auparavant, elle rassemblait le monde entier, marchands et acheteurs de circonstances dans une ville donnée. Mais de nos jours, cette foire a atteint une large dimension. Elle se tient partout, villes, quartiers et même les villages. Une période de grande festivité avec en fond la célébration de la grande bouffonnerie, soutenue par le sacrifice du sang des bêtes et autres. Niaglipote, pouvons-nous revenir sur l'origine de la fête de Noël en quelques mots? Ah oui, disons que ça peut se lire. Hein. Oui. Les gens peuvent aller chercher ça. Nous ne sommes plus à l'époque où il y avait la pensée unique, il y avait les dépêches. Hein, pour faire un journal, il fallait attendre Agence France Presse. Hein. Même l'horoscope venait de l'agence France Presse. Donc il y avait une seule voix. Aujourd'hui, les fake news et tout, c'est à la disposition de tout le monde. C'est maintenant à chacun de savoir
avoir la jugeote pour se retrouver devant une information qui est vraie ou alors une information qui soit fausse. Mais l'histoire de Noël existe. Comme l'histoire de certaines maladies, le paludisme et tout, ça c'est l'historicité de tout cela, ça peut se vérifier. Alors Noël c'est une fête païenne, un point, un trait. On n'a pas besoin de tourner à Rome, parce que personne ne sait quand est-ce que Jésus est né. On sait quand est-ce que Bouddha est né, Pythagore, Socrate et Hippocrate, mais Jésus on ne sait pas. Par contre, c'est à partir de Jésus qu'on dit que tel est né 500 ans avant Jésus, 250 années après, ainsi de suite. Bon, donc, quelque part, à un moment donné, on a arrêté le calendrier, comme une montre qu'on a arrêté les aiguilles en disant, bon, allez, tu ne tournes plus, tu reviens à minuit ou à 0 heure. Donc, on a tout arrêté pour commencer avec la prétendue date de naissance de Jésus, pour faire ce que nous avons aujourd'hui comme calendrier du genre, et dire que ça fait 200 ans, 2000 ans que Jésus était sur terre, mais personne ne sait. Et puis le mot Jésus, c'est un mot comme Atangana, comme Nyek, bon, Nyek, on n'en connaît pas trop, mais comme Kamdem, hein, on en connaît tellement. Donc c'est le nom des régions. Oui. Si tu es dans cette région, tu peux trouver beaucoup d'Atangana, beaucoup de Kamdem. Alors à un moment donné, il y a eu beaucoup de Jésus. Alors lequel de Jésus était le Messie, lequel n'était pas le Messie. Donc on peut comprendre pourquoi les Israéliens n'ont pas cru à Jésus comme le reste du monde, où Jésus a été véhiculé par des mécanismes de la colonisation spirituelle, nous enlever dans nos traditions pour nous donner en pâture dans des croyances qui, quelque peu, du côté arabe, avec la colonisation arabe, on a eu l'héritage de Allah, et la colonisation occidentale, on a eu pour héritage Jésus-Christ. Bon, alors maintenant, du point de vue métaphysique, Jésus a-t-il existé? Si oui, comment? Alors, nous savons que beaucoup de choses ont été du genre que si tu parlais de Jésus comme un maître, ça énerve les chrétiens qui en savent plus de tout le monde de ce qui était Jésus. Pourtant, ils ne savent que les choses qu'on leur a dit. Aucune vérification par là. Bon. Alors, tout est dit et tout est retenu et tout se récite. Alors, donc, Jésus, on ne connaît pas sa date de naissance. Cependant, Jésus, pourquoi on ne connaît pas sa date de naissance? Parce que jusqu'à l'an 2000, tout ce qui était écrit sur Jésus a été brûlé. Alors, on a récupéré des documents qu'il fallait récupérer et on a, sur 500 documents, on a retenu 50 en l'an 2000. Et après, pas 2000, voilà, je suis en train de dire une connerie, l'an 200. Voilà, en l'an 200, deuxième cercle de notre ère. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand Rome, le christianisme devient Église-État, parce que au deuxième cercle de notre ère, c'est Néron Ier qui combattait les chrétiens, jusqu'à brûler tout un quartier entier et attribuer à cela aux chrétiens, pour que, puisque le christianisme sort du Moyen-Orient et se retrouve à Rome. Alors, pour que les gens à Rome ne continuent plus à faire fi à ces mouvements, qui était un mouvement naissant, parce que Jésus n'était pas chrétien, c'est de lui que vient le mot chrétien. Alors donc, ceux qui se vantaient d'être chrétiens, c'est-à-dire d'être du Christ, étaient donc vilipendés à cette époque. Et puis, nous sommes en l'an 64, voilà, en l'an 64. Alors, ils étaient vilipendés, et par ces biais, ça a plutôt renforcé. C'est-à-dire, c'est comme si le mort d'homme entraîne toujours, c'est-à-dire le fait de verser le sang, ça entraîne toujours une mouvance.
Ça a plutôt renforcé l'implémentation du christianisme à Rome. Bon, alors, fin de compte, Constantin devient chrétien après qu'il ait utilisé des symboles du christianisme dans ce combat. Tout ça, il y a toute une histoire derrière où, quand il gagne la guerre, il décide de se christianiser. Et là, le christianisme devient Église-État. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus va avoir tous les noms du Fils de Dieu et tout, avec des conciles. Et là, nous entrons dans la phase des dogmes. C'est-à-dire, on ne doit pas parler contre tout cela de peur de blasphémer. Et blasphémer ici, c'était comme poignarder Dieu. Voilà. D'accord. On va prendre la réflexion qui parle des jouets. Les jeunes enfants portent à leur bouche tout ce qui leur tombe sous la main. C'est bien connu. Ce qui est moins connu, ce sont les risques associés au contact de la salive et du jouet. Gérald de Zagouri s'est intéressé aux dangers potentiels que représentaient certains jouets métalliques et bijoux bon marché qui font la joie des enfants. C'est des travaux de recherche qui ont porté sur les bijoux de fantaisie et les jouets pour enfants. On a regardé les concentrations totales de métaux et on a essayé de simuler ce qui se passerait en cas d'ingestion de parties de ces jouets ou de ces bijoux. On a regardé ce qui se passerait en cas de contact avec la salive et on s'est aperçu qu'il y avait des concentrations très importantes de cadmium et de plomb qui devenaient disponibles, c'est-à-dire qu'elles se solubilisaient dans l'environnement gastro-intestinal et elles devenaient donc disponibles pour atteindre les organes et donc exercer des effets toxiques. On parle de pendentifs, de bijoux de fantaisie qu'on retrouve un petit peu partout, qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces, qu'on peut retrouver dans les magasins à tout à $1. Donc à l'œil nu, c'est difficile de savoir si oui ou non ça va être contaminé par du cadmium ou du plomb. Mais je dirais que c'est des objets qui ont beaucoup de succès auprès des jeunes enfants, des jeunes filles notamment. Il y a des dangers pour la santé qui sont bien connus pour ce qui est du plomb. Il peut y avoir des effets chroniques et des effets aigus. Lorsqu'on parle de scénario d'exposition comme ça, c'est surtout le fait d'avoir une exposition prolongée. Donc les symptômes d'intoxication chronique, ça va être un retard intellectuel, des problèmes de développement de l'enfant, mésadaptation sociale. Pour le cadmium, il y a aussi des problèmes au niveau du développement intellectuel, mais il y a également des maladies des os et le cadmium est potentiellement cancérogène. Pour ce qui est des jouets, on a testé toutes sortes de jouets, c'est surtout les jouets métalliques qui pouvaient poser un problème. Donc je demanderais simplement aux parents d'être vigilants, on ne va pas priver les enfants de jouer avec ces objets-là. Simplement on demanderait aux parents d'être vigilants. Pour ce qui est des bijoux de fantaisie, personnellement, j'évite d'acheter ça pour ma fille. Et avaler une partie, ça peut se faire très rapidement. Donc j'éviterai l'exposition en fait à ces bijoux de fantaisie. Professeur Herman Yaglipote, un commentaire par rapport à cet élément? Non, mais nous sommes en période de jouets. Hein. Oui. Voilà. Lavez au moins vos jouets quand vous sortez de la boutique. Surtout les jouets qui sont lavables. Parce qu'il faut aussi reconnaître que ne serait-ce que les produits qui partent, qui sont collés sur les jouets partant de l'usine, ne serait-ce que le fait de ne pas nettoyer ces produits, soit pour embellir le jouet, soit pour vernir le jouet. Hein. Tout cela, l'enfant qui porte ces objets à la bouche peut attraper un accident ou un incident. Oui. C'est ce qu'on vient de voir. Voilà, je n'ai pas de commentaires à faire autre que ça. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment.
Vous pouvez envoyer les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est le SOS téléspectateur. Bonsoir professeur, comment me protéger contre les méchants? La première protection, c'est de ne pas être soi-même méchant, parce que le mal attire le mal. Hein? Si vous avez des idées contre les gens, vous négativisez les vibrations qui vous mettent en contact avec ces gens. Ça fait que les gens-là deviennent aussi vos ennemis. Hein? Oui. Bon, donc, il ne faut pas toujours voir du mal chez les autres, sans toutefois se poser la question, est-ce que moi-même je suis correct? Bon, donc les méchants, ce n'est pas les autres, c'est nous. Alors comment se protéger des méchants? C'est en commençant par devenir réglo vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Là, on se protège des méchants. Parce que si les gens ont même de la méchanceté à ton égard, Oui. si les gens te détestent, à raison, à tort ou à raison, si les gens te marginalisent et tout, et que tu restes, tu demeures harmonique. C'est-à-dire tu es harmonieux avec ces gens-là et tout. Alors, à un moment donné, certaines personnes vont se détacher de ce groupe, du genre à dire dans cette assemblée des gens qui se sont mis contre toi, que mais ce type-là, il vous fait même quoi? Hein? Il est simple. Pourquoi vous le voulez du mal? Mais il n'y a pas une recette magique, Oui. hein, une bague, une prière ou bien des techniques de méditation pour se protéger contre les méchants. Parce que les méchants ici, on fait allusion aux sorciers. Hein, peut-être, à ce que je sache. Mais là, jusque-là encore, je dis, il ne faut pas trouver que les autres sont sorciers. Il faut toujours se poser la question que vous-même vous êtes comment. Mais si vous êtes avec des gens qui sont vraiment négatifs, que malgré tous les efforts que vous faites, rien ne change dans vos rapports. Bon, et cela ne veut pas dire que vous allez continuer à faire les efforts, ou bien cela veut non plus dire que vous allez rentrer dans la gueule du loup. On vous avale. Non. Ça veut dire que vous êtes méfiant. C'est comme vous marchez en route, vous savez qu'il y a des agresseurs. Alors, si les gens marchent derrière vous, traversez la route. Si quelqu'un traverse la route au même moment que vous, mais fuyez. Vous allez voir si c'est un agresseur, il va se mettre à rire. Bon, vous ne l'avez pas insulté, vous n'avez rien dit. Oui. Bon, le tout c'est que il ne vous a rien fait. Mais si vous vous amusez aussi avec les méchants, par exemple les agresseurs, parce que c'est des méchants aussi, alors a priori, c'est comme si tu t'amusais avec ton enfant à jouer n'importe comment avec lui, et puis il te met le doigt dans l'œil et il te perce l'œil. Voilà. D'accord. Juste rappeler que les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran sont réservés pour le moment aux SMS. Les appels se font hors antenne. Vraiment, j'ai d'énormes soucis. Comment faire pour vous rencontrer? Et en passant, faites-vous la voyance. C'est Martial depuis Douala qui nous envoie ce message, professeur. Bon, alors nous sommes en fin d'année, on va faire les travaux d'éveil spirituel. Oui. Nous invitons les gens le 29, on va le dire, répéter, à le dire, à cet éveil spirituel. Et là, d'ici le 29, je crois que ceux qui veulent bien doivent nous approcher, c'est-à-dire à partir de ce numéro qu'ils appellent pour savoir comment ça va se passer. D'accord. Et là, peut-être que les problèmes qu'on avait l'année dernière, dans cette année, ne seront pas les mêmes l'année prochaine. Parce qu'en fait, le moment est venu alors, pour les gens qui veulent les recettes, à ce que nous nous rencontrions Oui. pour travailler ensemble par rapport à ces recettes-là. Pas des recettes en l'air, parce qu'il faut d'abord savoir le problème qui est à la base, avant de voir quelles recettes s'appliquent à ces cas ou à ces problèmes. Voilà. D'accord. Donc la personne peut appeler hors antenne et puis on va essayer de quadriller
le travail à faire avec lui, comment les choses doivent se passer. D'accord. Est-ce que vous faites la voyance? Bon, la voyance, on l'a fait, on le dit souvent ici. Bon, c'est pas une histoire qu'on va dire non, on ne fait pas, on fait. C'est des études métaphysiques, c'est tout. D'accord. À quoi servent les 4 yeux qu'ont certains enfants? Bon, alors moi, je pense que 4 yeux, c'est une manière de confirmer ou d'affirmer quelque chose. Mais on a le 3e œil. Ça, tout le monde l'a. Mais certaines personnes ne sont pas développées, ou la majorité des gens, le 3e œil n'est pas développé. Nous aurons l'occasion au cours de cette émission, s'il plaît à Dieu, parlons comme tout le monde, un jour à l'autre, où on va parler du 3e œil et on va décrypter ça dans toutes ses coutures. Bon, là, les gens vont comprendre pourquoi on parlait des 4 œils. Voilà. D'accord. Bon, moi, durant cette année, j'ai été un homme renfermé, toujours isolé dans mon coin, seul à des moments même. J'ai pas été un homme sociable, j'ai même pas des amis qu'on peut blaguer, causer, sortir. Je suis vraiment seul. Comment changer, s'il vous plaît, aidez-moi. Alors, je suppose que la personne a droit là. Moi, je dis tous les gens qui veulent vraiment qu'on travaille pour que quelque chose change dans leur vie, puissent appeler hors antenne. Et on va en discuter. Parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut se rendre disponible. On ne peut pas faire une émission où on va toujours parler aux gens sans toutefois passer à la pratique. Alors, cette fin d'année, on a décidé de faire des séances pratiques avec des gens sur la base des données métaphysiques. Et donc, j'invite à tous ceux qui nous suivent ce soir d'appeler hors antenne et voir comment faire avec ce que nous, on a comme expérience, Oui. comment faire pour appliquer nos expériences ou comment conjuguer nos efforts. C'est-à-dire nos efforts, c'est-à-dire d'un côté eux, de l'autre côté nous, pour pouvoir les aider à traverser l'autre rive, l'autre côté du fleuve. D'accord. Voilà. Professeur, que dites-vous des personnes qui sont nées de façon un peu bizarre, entre parenthèses, avec les pieds comme moi? Pour vous dire vrai, je ressens en moi une forte énergie, parfois comme un lion. Bon, de toute façon, il n'y a pas de gens bizarres. Il y a des gens qui sont nés comme ça parce que c'est comme ça qu'ils devraient naître. Et le fait de naître comme ça symbolise quelque chose. Et c'est ce qui fait poser cette question est évident parce que par exemple à l'Ouest, tous ceux qui naissent des pieds ont un nom d'emblée. Alors à partir de là, ça montre que culturellement, parce que quand je parlais de la culture, je parlais de la science, je ne parle pas de la culture, le folklore musical et tout. Alors cela, on doit, par rapport à la région, poser des questions aux anciens, comprendre ce que depuis lors, il y avait à faire prospérer comme enseignement. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que tout ce qui est du passé, c'est révolu. On n'en a plus besoin. Bon, alors, mais le modernisme ne veut pas dire que Dieu est devenu moderne, ou bien la nature a changé de cap. Si on parlait de l'écosystème et tout ce qu'on dit là, ça c'est des histoires qui ne veulent pas dire qu'il n'y a plus de neige, hein, ou bien il n'y a plus l'été en Europe, ou il n'y a plus de saison de pluie, ou il n'y a plus de saison sèche. Quelle que soit la durée de la saison, c'est comme les nuits. Il y a des fois les nuits tombent à 18h, et à d'autres moments c'est à 19h. Mais toujours est-il dit que la nuit finit par tomber et que le jour finira par s'élever. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses que on met trop l'accent sur ça, mais l'individu que nous sommes, on ne met pas l'accent pour comprendre ce qui nous accompagne. Parce que ce qui nous accompagne, c'est la vie avec grand V. Et ce qui nous accompagne, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la vie est Dieu. Ce n'est pas que Dieu est quelque part qu'on peut appeler le ciel. Oui. Non, c'est l'espace, c'est la sphère. Voilà.
Bonsoir, papa. J'ai emprunté de l'argent à une personne et je n'arrive pas à rembourser. S'il vous plaît, aidez-moi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On va parler de ça hors antenne, parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil. Mais ce qu'il y a, c'est que si vous n'arrivez pas à rembourser parce que vous n'avez pas de revenus, du tout, ça sera un peu compliqué. Mais si vous avez les revenus, essayez d'épargner, faire de l'épargne, même quand bien même, il est difficile pour vous d'épargner. D'accord. C'est privé. Épargner, dans les meilleures conditions, c'est d'entrer dans une tontine. Alors, si la tontine, c'est que vous pouvez gagner 5 000 par semaine et que vous faites une tontine de 1 000 francs, au bout d'un moment, vous pourrez rembourser. Ou alors commencer à proposer les remboursements. À chaque fois que vous avez une tontine, vous remboursez, parce que ça témoigne de la bonne foi. Voilà. Mais professeur, il y a des dettes qu'on n'arrive pas à rembourser. Pas parce qu'on n'en a pas, mais parce qu'on n'en arrive pas. C'est comme une forme de sorcellerie. Oui, mais comment on fait en ce moment? Oui, il y a des personnes qui prennent de l'argent dans des banques, même classiques, Oui. dans les coopératives. Dès que tu donnes ton immeuble de pour 100 millions de francs, mais toi tu as pris 50 millions, parce que pour faire l'immeuble, tu as mis 100 millions. Oui. Tu as tous les éléments qui prouvent que ton immeuble a coûté 100 millions. Voilà. Maintenant, vous venez dans une banque, vous avez besoin de 75 millions, disons ça comme ça. On vous donne rapidement. Mais on sait que vous n'allez jamais rembourser parce qu'on doit prendre ton immeuble. Bon, alors maintenant, quand tu prends l'argent là, tu dois travailler ça avant de commencer à utiliser. Alors si tu ne travailles pas, ça tant pis. C'est ça. Mais si tu prends, allez, tu cours vite, d'abord tu pars boire d'abord une bière. Tu changes 1 000 francs, 10 000 de ce lot-là, tu dis merde, j'ai fini par avoir l'argent-ci. Tu bois d'abord une bière et puis tu manges un bout de pain. Hein, parce que tu as trop transpiré en fait, le fait d'attendre à ce qu'on réponde, qu'on réponde OK à ta demande. Alors tout cela, tant pis, il ne faut pas manger de cet argent, même 5 francs au départ, sans toutefois avoir travaillé l'argent. D'ailleurs, en règle générale, l'argent qu'on prend, qu'on ne sait pas d'où ça sort, on doit travailler ça. Mais, professeur, travailler comment? Mais on doit purifier l'argent. D'accord. Ça, c'est le domaine occulte. Je ne peux pas savoir comment expliquer ça. C'est votre domaine. Ah, mais je crois. On doit purifier de l'argent. Parce que l'argent, on demande l'argent aux gens. Hein, les filles prennent l'argent des messieurs. Tu ne sais pas comment ils font pour travailler l'argent là, ou qui ne travaillent jamais, ou ils tuent les gens, ou quoi. Toi, tu prends seulement. Ah non. Ou bien alors, les gens, ils ont organisé une tontine qui a abouti à une coopérative. Oui. On ne sait pas comment tout s'est passé, combien de gens on a tués avant d'en arriver là. Et puis vous êtes dans cette mouvance, hein, vous prenez de l'argent dans cette coopérative pour faire les affaires avec. Rien ne marche. Vous comprenez rien. Donc il faut purifier de l'argent. Comme ça, les gars, ils seront en train de dire que l'autre là, il nous a échappé. Bon, voilà. Mais, professeur, quand vous dites qu'on a pris de l'argent à un homme, mais on ne force personne, professeur. Ah mais oui, mais attends, l'argent ne se prend pas, ça se travaille. La souffrance est quoi? Est l'élément clé de la vie. Je venais de dire ça tout à l'heure. D'accord, Celui professeur. qui ne souffre pas n'a pas droit aux récompenses de la vie. La vie ne donne pas de récompenses sans que vous ne méritez ces récompenses-là. Mais, professeur, c'est la fin d'année. On sait bien que c'est la période des... Mais tu as bien dit la chose. Hein? Mais les gens sont dehors là. Maintenant certains hommes, c'est le moment de fuir les femmes. Hein? Bon, parce que alors ça, c'est des tigresses qui sont dehors là maintenant. Il faut les cheveux, il faut les ongles, parce qu'on a même ajouté les dépenses dans les dépenses. Avant, il y avait que les cheveux, maintenant les cils, les sourcils, hein, les ongles, hein, des 5 mètres de long. Bon, on n'arrive même pas à laver les habits. C'est terrible. Bon, et en plus de ça, il faut des greffes, hein, il faut des habits, et on ne fait rien. On ne fait rien. C'est-à-dire, en contrepartie, on donne quoi?
Parce que si c'est le plaisir du point de vue sexuel, mais c'est un plaisir partagé. Sauf les hommes égoïstes qui ne tirent le plaisir que pour lui seul. Mais un homme normal ne doit trouver le plaisir qu'après avoir donné le plaisir à sa femme. Voilà. D'accord. J'ai des maux de tête pas très habituels ces derniers temps qui s'amplifient et je ne sais pas pourquoi. C'est Nadège de Yaoundé qui nous envoie ce message. Bon, c'est pourquoi je demande souvent de poser le problème hors antenne. Hein? Parce que, regarde, moi je suis comme ça, un membre de la famille m'appelle et me dit, mais attends, toi tu soignes tous les gens. Tu ne soignes personne en famille, pourquoi? J'ai dit, comment ça? Il dit, mais l'autre, il a une migraine, il a ceci, il a cela, on fait comment? Bon, la personne n'a même pas de Douala. Très loin hors de Douala. Je sais que les migraines commencent par l'indigestion, la plupart des cas. Tu poses des questions, quelqu'un te dit que l'enfant digère bien. Alors, moi, je ne sais plus quoi dire. Parce que moi, je ne sais pas trop des choses qui vont dans le sens à aller dans le raccourci. Non. Moi, je sais que pour aller à Yaoundé, tu passes par Bafoussam, tu as un certain nombre de kilomètres à franchir. Tu passes par Douala, tu as un certain nombre de kilomètres à franchir. Que tu prennes l'avion, hein, Oui. tu as un temps, il y a le temps, il y a l'espace que tu dois observer. Mais les histoires de médecine où on a les maux de tête, allez, paracétamol, 15 minutes, c'est fini. Moi, je ne connais pas ce genre de choses. Donc souvent, quand on pose des questions qui me dépassent, je dis carrément que ça me dépasse et on me critique. Non. Moi, je ne pense pas qu'on peut simplifier les choses de la vie, même en ayant devant nous des exemples qui prouvent que certaines choses ne se simplifient pas. Si le temps et l'espace n'existent pas, pour certaines personnes, là je parle du point de vue métaphysique dont des initiés, il peut se retrouver en Amérique, c'est-à-dire je fais seulement la crime, je me retrouve à New York. Voilà. À peine, c'est comme la pensée. Oui. Dès que tu pensais à Yaoundé, tu es à Yaoundé. Hein? Ta pensée est déjà à Yaoundé, à un point précis, à Bafoussam, ta pensée est à ces points-là. Voilà. Si c'est par télépathie, la personne qui est à ces points-là, tu l'as déjà. Parce que les téléphones portables et tout ça, c'est la télépathie qui donne naissance à ça. Alors donc, dès que tu penses à la personne qui est à ces points précis, la personne t'appelle. D'accord. Gars, je viens de penser à toi, tu lui dis, mais attends, c'est moi qui t'ai demandé de m'appeler. C'est simple. Donc, il n'y a pas le temps ni l'espace. Soit par rapport à la pensée, tu te retrouves très loin, soit physiquement, tu peux te retrouver ailleurs. Bon, mais là, il faut être initié pour pouvoir y parvenir. Voilà. D'accord. S'il vous plaît, rien ne donne dans ma vie et je n'arrive pas à me concentrer sur quelque chose. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Il faut faire la voyance alors. Il faut faire une étude de vie métaphysique. Cher ami, nous sommes à la veille d'une nouvelle année. Il faut connaître ta vie, parce que la voyance même, elle est limitée. Mais l'étude de vie métaphysique qui intègre le décryptage du nom complet et de la date de naissance, et exact, même le lieu de naissance, même l'heure de naissance, tout cela doit être minutieusement étudié. Pourquoi vous êtes né à cette heure-là? Pourquoi vous avez été né à tel jour, telle date, à telle date, et tout. Bon, quand on ne connaît pas l'heure, au moins on s'arrête au niveau de la date. On aura tellement d'informations sur soi, au point à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, que de se poser des questions en l'air. Voilà. Ok. Bien le bonsoir, grand maître. J'ai un véritable problème. S'il vous plaît, quelles sont les astuces pour faire revenir sa femme dans son foyer? Première chose, c'est de faire une étude d'affinité. Dès que vous allez faire une étude d'affinité, vous saurez s'il faut absolument à ce qu'elle revienne ou pas. Parce que la nature peut vous épargner la mort. Vous persistez, vous signez que vous voulez mourir. Et cette femme-là, en faisant le retour d'affection, bizarrement, vous attrapez un accident. Donc, l'étude d'affinité peut permettre à ce qu'on réalise que ça c'est un mariage ou pas. Voilà. Et quand ce n'est pas un mariage, que c'est un coup de foudre ou je ne sais pas quoi, il ne faut pas forcer.
Et l'étude d'affinité aide également à ne pas trop pleurer. Parce que tu es au courant de ce qui va t'arriver. À pleurer quand même. Oui, mais trop pleurer et pleurer quand même, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que quand on aime, hein. Même quand on aime le serpent. D'accord. Hein, parce que l'homme peut être ton serpent ou la femme peut être ton serpent. Mais ton cœur y est porté, si bien que même avec une étude d'affinité, vous n'allez pas de coudre. Hein. Parce qu'il y a un problème de karma. Hein? Oui. Oui, c'est que vous n'aimez pas par hasard. Vous avez des dettes karmiques vis-à-vis de la personne. Et elle doit vous faire ça dur pour vous rendre la monnaie. Parce qu'au cours d'une vie antérieure, vous lui avez fait ça dur. Hein? Oui. Donc tout ça. Sauf que il faut refuser de faire du mal à chaque fois que cela vous arrive à le faire. C'est-à-dire à pouvoir refuser. Parce que si au cours d'une vie antérieure, quelqu'un vous a maltraité, au cours de cette vie aussi, vous avez dans une posture de vengeance. Oui. Vengez-vous le moins possible, parce que ça risque de se retrouver dans un cycle. Vous risquez de vous retrouver dans un cycle, vous vous vengez aujourd'hui, l'autre vie, lui aussi, il se venge, ainsi de suite. Mais si vous vous vengez un peu, dans le juste milieu, ça va. Hein? Parce que la vengeance ne peut pas être encore la vengeance. Mais si vous vengez à l'extrême, donc vous créez des frustrations à ce que ce n'est plus la vengeance, mais puisque vous ignorez ce que vous faites, puisque le karma vous emballe dans la négation, alors il faut donc refuser de vous venger. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il faut toujours essayer de coopérer et voir comment faire à ce que la paix s'implémente entre vous. Même si c'est un peu difficile, parce que la nature est parfois à la peau dure. Hein. Oui. Alors, s'il vous plaît, comment mettre fin à une relation avec une femme mariée avec qui je suis obligée d'être en contact constamment? Alors, ça c'est... Je venais de parler du karma. Oui. Vous n'êtes pas avec cette femme mariée par hasard. Il y a des femmes mariées, excusez-moi de dire la bêtise ou des bêtises, qui n'ont pas du répondant dans les ménages. Et qui trouvent la réponse dans l'intimité proposée ailleurs. Alors moi je dis souvent que c'est le mari qui doit coopérer. C'est-à-dire le mari doit comprendre, parce que si tu ne réponds pas, tu dois comprendre. Bon, il y a plusieurs façons de ne pas répondre. Si tu es malade, c'en est une chose. La femme doit comprendre aussi que c'est le karma. Personne ne lui a demandé de se retrouver dans ces lits-là. Voilà, c'est son karma. Elle doit supporter. Bon, mais maintenant, supporter jusqu'à quand? Inversement, c'est comme tu as une femme qui ne répond pas. Pourtant, elle n'est pas vierge. Oui. Mais elle ne répond pas. Alors tu forces pour pouvoir obtenir un peu de satisfaction. Mais pourtant, quand toutefois tu pars ailleurs, ça marche à 100 à l'heure. D'accord. Tu as l'impression que tu n'es plus un homme. Au point où ta femme est même veuve déjà. Alors que vous dormez chaque jour ensemble. Bon, donc tous ces paramètres-là, c'est des choses qui nécessitent à ce que le couple échange ce dialogue, quoi. Parce qu'il y a des dialogues tabous dans le couple. Et là, ça n'arrange pas la vie au foyer. Du tout. Voilà. Papa, comment on fait un travail, comment on fait pour travailler un argent reçu? Je suis en Guinée équatoriale, mais il y a certains patrons qui me donnent l'argent et après, je ne parviens à rien faire. C'est Yannick depuis la Guinée équatoriale. La personne va appeler hors antenne ou alors écrire sur WhatsApp à ce numéro son problème. Et là, ensemble, on va étudier ce qu'il en est. Voilà.
Patriarche, le test d'affinité, c'est quoi au fait? Le test d'affinité, c'est un test qui permet de savoir beaucoup de choses sur ces rapports. Ça peut être des rapports du point de vue sentimental, ça peut être les rapports ou les relations du point de vue professionnel, ça peut même être des relations en famille. Parce que lorsque tu donnes naissance à un enfant, tu lui donnes un nom qui te plaît. Mais ce nom-là peut être dangereux pour la vie en commun avec cet enfant. Hein? Et là, ça ne t'étonnerait pas lorsque tu n'as pas fait une étude, ça t'étonne, mais lorsque tu as fait une étude et qui plus tard te révèle que, mais attends, ce nom-là ne tient pas, ça ne doit pas t'étonner. Bon, souvent même, il faut susciter qu'on change le nom à l'enfant là, pour retrouver l'harmonie avec ton propre enfant. Alors c'est cette étude-là qu'on peut appliquer aussi dans les rapports conjugaux, hein, ou professionnels. Parce qu'on embauche les gens, on travaille avec, mais on n'étudie pas est-ce que ces gens-là peuvent vous apporter quoi. Parce que quand il n'y a pas l'harmonie, les vibrations s'inversent. Oui. Et là, le résultat final n'est pas possible. Parce qu'il y a des gens, il a bien de la volonté, mais il n'est pas productif. Ce n'est pas de sa faute, parce que le nom de l'entreprise ne correspond pas à ses vibrations. Oui. Le nom de son patron non plus. Rien ne correspond à ses vibrations. Bon, et puis, ça devient comme si ça apporte la poisse. Hein, Oui. sa présence, quoi. Voilà. Donc, tout ça, l'étude d'affinité, c'est donc le nom, en ce qui concerne les couples, Oui. le nom complet, la date de naissance exacte et la première année des rencontres. Voilà. Maître, C'est-à-dire comme coordonner les coordonnées de l'homme Oui. et les coordonnées de la femme, tout ça. On D'accord. travaille avec. D'accord. Maître, comment se comporter face à une personne qui est tout le temps en dispute avec moi, même si parfois je fais des efforts pour que tout marche entre la personne et moi, mais il existe toujours des petites disputes, des jours sans se parler. Mais ça arrive dans les ménages, hein, Oui. très régulièrement, et c'est ça l'étude d'affinité. Hein. Parce que quand ça arrive que vous n'êtes pas en bonne affinité, c'est là où il y a des disputes. Hein. Bon, et puis vous pouvez être en affinité plus ou moins. Il y a des disputes, mais vous ne vous gâtez pas. Hein? Oui. Mais vous n'êtes jamais en train de vous entendre. Toujours des problèmes, toujours. Bon, mais vous ne vous gâtez pas. Ça veut dire ça ne se comprend pas. Et non seulement vous ne vous gâtez pas, personne ne connaît vos problèmes. Sauf si vous vous ouvrez à un ami en disant « Mon mari m'embête, hein, vraiment. » Le type là, il est compliqué. Et l'autre part aussi dit « Ma femme m'embête. » Mais sauf que personne ne vous entend vous chamailler. Hein? Lorsque les gens viennent aller, vous restez tranquille. Donc, tout ça, ça dépend alors de comment vous vibrez. Voilà. C'est ces vibrations-là qu'il faut étudier pour en déduire que, bon, voilà, c'est un couple qui va vivre harmonieusement ou pas. Voilà. Patriarche, je suis à bout. Ça fait 5 jours que mon épouse a quitté le domicile. S'il vous plaît, comment faire pour qu'elle revienne? Je l'aime beaucoup. Ouais, moi, je venais de dire à l'autre, hein, parce que c'est un autre cas encore. Oui. J'ai dit il faut d'abord faire l'étude d'affinité, savoir si c'est ton épouse là-bas, avant de prendre les décisions de la ramener. Parce que quand une personne sort de la maison, on peut dire qu'elle a fugué, parce que quand tu sors de la maison, tu pars chez tes parents. On comprend qu'il y a un problème à régler. Mais si tu sors de la maison, tu pars partout, hein, et nulle part. On ne sait pas où tu es. Tu as fugué. Ça veut dire donc qu'il y a quelque chose d'irréparable. Alors, maintenant, si c'est que c'est un envoûtement, c'est en faisant cette étude-là qu'on saura que ta femme est envoûtée. Hein? Et là, maintenant, on va tout faire pour qu'elle revienne. Et on pourra réussir à ce qu'elle revienne. Voilà. D'accord. Comment fait-on des choix dans la vie malgré des envies?
on commence d'abord par éviter les envies. Il faut satisfaire les besoins, non les envies. Bon, parce que les besoins sont limitables. On peut les limiter. Je peux avoir besoin de manger, mais pas besoin du pain. Hein? Bon, peut-être que j'ai mangé, mais j'ai besoin de manger encore. Bon, alors là, parce qu'on a faim et on a besoin de manger, c'est deux choses différentes. Voilà. Donc les besoins, on peut les limiter, mais les envies, on ne peut pas. D'accord. Voici mon problème. Depuis mon enfance jusqu'ici, je me sens comme une âme étrangère sur terre, telle âme perdue. Que faire? C'est Ben qui nous envoie ce message. Il faut faire une étude d'affinité pour se comprendre. Là, dans son cas précis, ce n'est pas l'étude d'affinité. Une étude de vie? L'étude de vie métaphysique pour savoir qui on est. Il lui faut cette étude. Ça lui permettra de savoir son tempérament, tout sur son tempérament, qui il est et tout. Et puis là, il pourra bien commencer à voir autrement sa vie. Professeur, ma mère souffre de diabète. Comment faire? Il faut appeler hors antenne. Tout simplement. Tout simplement. Ouais. Pas d'astuce? Non. Je ne sais pas qu'est-ce qui a provoqué le diabète. D'accord. Je n'arrive pas à avoir une relation. Tout se termine après deux semaines. Qu'est-ce que cela signifie? Veuillez éviter les abréviations, s'il vous plaît. Bon, alors, tout se termine après 2 semaines, ça veut dire que vous avez le même choix. Parce qu'il y a les gens qui choisissent les femmes par rapport à leurs yeux, c'est-à-dire ses propres yeux. Tu regardes une femme, oh, tu dis, c'est ce genre de femme-là que j'aimais. Ou bien tu regardes un homme, voilà le genre d'homme que j'aime. Et malheureusement, c'est les mêmes, comment on peut dire ça, spécimens, voilà. Spécimen du point de vue occulte, que tu choisis toujours. Et comment tu veux que ça aille loin? Voilà. Ça ne peut pas aller loin. Comment faire pour vous rencontrer, professeur? On m'appelle hors antenne. Et puis là, comme ça, je vous donne la situation. Je suis à Douala, à Akwa. D'accord. On appelle à ce numéro, hein, le numéro qui permet de faire, d'envoyer les SMS là. Ça suffit pour que on puisse... D'accord. Patriarche, est-ce que les bêtes voilà, que nous tuons pendant les fêtes ont un impact spirituel sur notre santé? Pas seulement sur notre santé, mais sur le monde entier. C'est pourquoi le monde ne peut jamais connaître la paix. Tant que les hommes, prétendument créatures supérieures, continueront à manger les bêtes, donc à faire couler le sang, les guerres qui entraînent aussi la mort des hommes ne cessera jamais. Parce que certaines de ces bêtes réincarnent et naissent des militaires pour se venger. Voilà. Ok. Patriarche, c'est la fin d'année. J'aimerais épouser ma petite amie. Ça fait 5 ans aujourd'hui que je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas. Comment vous rencontrer pour un test d'affinité? Le test d'affinité, on peut être au bout du monde. On vous fait ça parce que c'est un document écrit qui vous permet de lire votre vie comme on lit dans un livre. Et là, soit vous appelez hors antenne à ce numéro, soit vous venez. Parce que vous pouvez venir, si vous êtes loin, si vous êtes à Yaoundé, nous sommes à Douala, si vous êtes au Canada, comme ça arrive le cas aux États-Unis, en France, en Belgique et tout, puisque c'est des villes, Londres, l'Angleterre et tout, c'est le coin où nous sommes régulièrement en contact avec des gens qui sollicitent ces études de vie métaphysique et tout. Alors, il suffit de nous écrire sur WhatsApp à ces numéros qui s'est affiché au bas du petit écran. Bon, vous aviez la possibilité de voir comment les choses vont se passer, les modalités et tout. Voilà.
D'accord. Comment savoir que la vision est vraie? Parfois, je reçois des présences. Qu'est-ce qu'il explique, s'il vous plaît? Alors, il faut, quand on a les visions, il faut étudier, il faut mener une étude de la connaissance, une étude qui vous permet de faire des rêves messages, c'est-à-dire des rêves qui vous permettent d'avoir des messages, et au bout de ces messages, vous pouvez avoir une autre manière de comprendre les choses, de tout ce qu'il y a de vos visions et tout. Voilà. Salut grand maître, j'ai des soucis. Tout ce que je fais depuis un bon moment jusqu'aujourd'hui tourne toujours à l'échec. Alors tout ce que vous faites tourne à l'échec. Bon, il faut, je dis et je répète, il faut le comprendre en menant une étude. Et là, je propose une étude métaphysique aux gens qui sont vraiment dans le désir de se connaître. Oui. Voilà. Parce que lorsque tu te connais, maintenant que tu as dégagé tout ce qui peut être de positif et de négatif, et que jusque-là, ce qui est prévu pour vous ne marche pas comme ça, c'est là que la voyance a un sens. Oui. Parce que la voyance ne doit pas être un problème que vous soupçonnez seulement les choses. Pour avoir étudié minutieusement votre vie, vous pouvez dire que bon, mais attends, mais ma vie a des ouvertures, pourquoi j'ai des blocages? Voilà. Et là, la voyance a un sens. Bon, mais souvent, on fait la voyance très facilement, parce que c'est ça qu'on connaît. Oui. Voilà. Patriarche, que faire quand on n'arrive pas à se concentrer sur une seule femme et dont on canalise son énergie? Paulin de Douala. Bon, alors, dans les histoires de se concentrer sur une femme ou ne pas se concentrer sur une femme, les questions pareilles sont pas d'ordre métaphysique, dans le même sens que d'ordre religieux. Parce que dans la religion, il y a trop de tabous. Dans la métaphysique, il y a des précisions. Les femmes que nous rencontrons peuvent être porteuses de proies ou bien d'anathèmes, de malédictions, tout comme elles peuvent être porteuses du bonheur, du point de vue physique et peut-être même du point de vue métaphysique. Parce que tout ça, je dis, se cache derrière tout ça le karma. Il y a des choses qui ne sont pas par hasard. Parce que vous pouvez passer tout un mois à draguer les femmes dans la rue, aucune femme ne t'accepte. Hein? Ou bien les hommes, les femmes peuvent sortir tous les soirs, hein, pour solliciter le clin d'œil des garçons. Aucun garçon ne te regarde pendant une semaine entière. Alors, mais maintenant, quelqu'un sorti de nulle part va venir s'accrocher à toi. Que tu as fait quoi? Alors, mais c'est qu'il y a une réponse karmique. Il y a quelque chose il y a du répondant. Oui. Voilà. Donc, il n'y a rien par hasard. Il y a des hommes, il a un lieu de service, il a fait l'amour à toutes les femmes. Hein? Oui. Tous les gens, les cadres de son entreprise, les moins cadres et tout et tout. Mais une femme sort de nulle part, vient se marier avec lui. Et alors que cette femme-là ne vaut pas les autres. Oui. Bon. Donc, quand il y a du répondant karmique, soit on se met négativement ensemble, soit on se met positivement ensemble. Se mettre négativement ensemble veut dire qu'on est dans un couple qui se bataille tout le temps pour chercher l'harmonie, on n'arrive pas. Il y a même la bagarre, les engueulades, parfois on est chez ses parents, on part te chercher et tout. Bon, mais on ne se quitte pas jusqu'à la mort. Voilà. Ou alors positivement, on est là, tranquille. D'accord. Voilà. Professeur, comment fermer les portes du vampirisme ouvertes lors d'un contact sexuel avec une femme sorcière? C'est Arthur depuis Douala qui nous envoie ce message. Non, mais ça c'est une question très complexe. Toi, tu sais déjà que la femme est sorcière et tu pars alors avec elle comment? Parce mais peut-être c'est après qu'il a su. Non, mais c'est que
c'est que tu as peut-être tort de croire qu'elle est sorcière. Professeur, Oui, mais parce peut-être qu'on a fait une voyance. Parce que Oh là, il affirme. mais moi-même, j'ai fait la voyance. Mais la voyance est comme un penalty. Hein? D'accord, je vous Mais laisse. si D'accord. parfois elle rate le penalty, on l'a vu dans cette Coupe du Monde. rater le D'accord, penalty. professeur. Donc, tu peux trouver un voyant qui te dit une chose. Il faut aller vérifier ça sur deux ou trois voyants encore. Professeur, dans le cas où c'est vrai, comment on fait? Non, ce qu'on fait, c'est qu'on doit faire, à partir de la voyance, faire tout pour trouver, à partir de la voyance, la formule qu'il faut pour se purifier. Ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on va faire ça. C'est-à-dire, la personne doit donc maintenant aller trouver le voyant pour dire, bon, écoutez, purifiez-moi. Ou c'est le voyant qui lui a dit la chose. Si ce voyant-là est capable de le purifier, tant mieux. Mais souvent, quand un voyant finit de faire sa voyance, il faut aller faire encore ta voyance ailleurs, ainsi de suite. Et là, maintenant, quand tu vas tirer une conclusion, il faut écouter ton cœur. Voilà. S'il vous plaît, la conférence doit se trouver où? Moi, je suis à EDA. À Douala, l'éveil spirituel. Donc, comment marquer un point, faire son bilan de fin d'année, Oui. avec les corollaires, comment se purifier de tout ce qui s'est passé en termes négatifs ou positifs au cours de l'année, parce que même ce qui est positif, on peut rendre ça plus positif encore. Le bonheur ne tue pas. Au contraire, c'est bien d'être toujours heureux. Et puis ce qui est négatif, on peut travailler pour que ça marche désormais. Et là, tout ça doit être sous un coaching, c'est-à-dire accompagner les gens. Hein, parce qu'on peut bien donner une recette, chacun reste chez lui et il fait ce qu'il peut faire. Mais ça ne sera pas pareil. C'est comme tu peux dire à quelqu'un, fais le jeûne, lui il fait son jeûne comme il l'entend. Et quand il fait le retour au repas, il tombe malade. Et là, comme ça, il ne fera plus le jeûne de sa vie. Voilà, donc il faut toujours assister des gens dans des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Voilà. Patriarche, moi j'ai un problème. Je vis normalement avec un homme, mais dès qu'il programme le mariage, tout bascule et on se prépare. Cela m'est arrivé au moins 4 fois. Bon, alors là, il faut faire une étude de vue métaphysique, c'est tout. Et puis là, tu vas comprendre le point de vue sentimental, qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Oui. Et dès qu'on aura saisi le fond de la chose, chaque personne est intelligente et en même temps réfléchie, peut savoir comment faire. Professeur, une astuce pour les fesses rouges des enfants. Je ne connais pas. La maladie rouge? Ouais. Vous avez des enfants, professeur. Mais oui, mais... Peut-être des purges, le rouge d'un côté, le macep, je ne sais pas. Mais toi, tu es une maman. Non, je pose la question, professeur. Non, mais tu ne réponds pas aux questions parce que tu es là pour poser les questions, je sais bien. Mais ce n'est pas interdit que les gens profitent des mamans. C'est qu'avant, les gynécologues étaient les vieilles femmes, les femmes qui avaient déjà accouché elles-mêmes et qui avaient des petits-enfants, c'est-à-dire les enfants de leurs enfants. C'est elles qui étaient les gynécologues. Mais sauf que vous ne répondez pas à la question, hein, professeur. Bon. Donc je ne suis pas censé connaître les maladies des enfants comme si j'étais une maman. Moi, j'ai une démarche acido-basique, de l'équilibre acido-basique pour résoudre les problèmes de l'organisme. On est arrivé au terme de cette édition, professeur Emmanuel Liporte. Votre mot de fin? Alors, on souhaite joyeux Noël aux chrétiens qui vont fêter Noël dans quelques jours. On les souhaite joyeux Noël. Et puis aux membres de la famille et qui vont se prêter à ce jeu. D'accord. Et la conférence, c'est pour quand? Non, c'est le 29. C'est le 29. Hein. D'accord, le 29. C'est encore devant. Voilà, parce que Noël, c'est le 25, c'est dans quelques jours. Voilà. D'accord, c'est votre mot de fin. Oui, c'est même pas la conférence, c'est l'éveil spirituel. Voilà. Chers téléspectateurs, nous avons été ravis de vous savoir nombreux
à nous suivre ce soir. Donnons-nous rendez-vous mardi lorsqu'il sera 23 h. D'ici là, portez-vous bien.